On va faire ou là, on était dans un petit 4. On va faire un petit 5 peut-être. Petit 5, petit 5, technique à connaître. D'accord? Allez. Petit 5, technique à connaître. Alors, il y en a plein que vous connaissez déjà. Euh, alors, on va dire petit a, par exemple. Si je vous donne un point, un vecteur normal, il faut savoir trouver le plan. D'accord? Si on a un point A, un point N, un vecteur, par exemple, et il faut savoir trouver le plan. Mais ça, j'aurais pas dû en parler. Bon, trouver le plan passant par A de vecteur normal N. Ça, il faut savoir le faire. Hein. Donc, par exemple, si je dis A de coordonnées 1, 2, 3 et N de coordonnées 5, moins 1, 7, bon, mais ça, vous savez tous le faire, hein, j'imagine. On dit, alors, P a une équation de la forme 5x, parce que ça donne les coefficients de x, y, z du plan. Donc, 5x moins y plus 7z plus d est égal à 0. Puis, on dit que le point A appartient à P et on trouve D. Hein. A appartient à P. Et donc, on trouve D. Bon, ça, c'est simple. C'est la première petite brique de base à savoir. Trouver un plan passant par A de vecteur normal N. OK, donc ça, vous savez faire. Petit b. Ce qui arrive très souvent au bac, c'est on vous balance le plan, on vous dit tiens, vérifiez que ce plan-là est l'équation du plan ABC. Alors, c'est généralement assez simple, hein, parce qu'il faut savoir, donc deuxièmement, vérifier que, je ne sais pas, 3x moins 7z moins 7y plus 4z moins 1 est égal à 0, et l'équation d'un plan et l'équation de ABC. Alors ça, on l'a déjà vu la dernière fois, mais il suffit de tester. Hein. On teste avec A, puis B, puis C. Si les trois points marchent, eh bien, ça veut dire que ça, c'est bien l'équation du plan ABC. Donc ça arrive assez souvent aussi. Donc je vous les mets là. Okay, c'est des petites techniques à connaître. Bien. Continuons. Ce qui arrive assez souvent, donc il y a ça c'est tout ça, c'est des bases. Petit c, bon, ben, c'est trouver l'équation d'une droite. Ok, hein, si je donne A, B, A un point 1, 2, 3 et B moins 1, 4, 2, trouver les équations de AB, ça aussi, on sait faire, hein, puisqu'on a juste besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Donc, on peut dire A, 1, 2, 3, bon, ben, c'est un point de D, hein, ça, un point de la droite AB, on est d'accord. Et U est égal à AB, est un vecteur directeur. Avec, bon, ben, ici, par exemple, AB, bon, ben, c'est moins 1, ça fait moins 2, 4 moins 2, 2, et 2 moins 3 moins 1. Donc, du coup, on en déduit que notre droite AB, c'est X, Y, Z, et on a dit c'est T fois le vecteur directeur, donc moins 2T, 2T, moins T, plus un point, donc plus 1, plus 2 et plus 3. T étant un réel. Donc là, à chaque valeur de T, on obtient un point de la droite. D'accord? Ça s'appelle le paramétrique de la droite. Donc tout ça, c'est très standard. Okay. Alors, ce T, c'est un paramètre. Il faut faire attention si jamais on a manipulé plusieurs droites. Moi, je vous conseille de
chaque droite elle a un nom de paramètre différent. On pourrait mettre le même paramètre, hein, mettons dans un énoncé, même il pourrait éventuellement mettre le même paramètre. Ben, même s'ils mettent le même paramètre, vous mettez un paramètre différent pour ne pas vous embrouiller les pinceaux, d'accord? Donc chaque droite, un nom de paramètre différent. On va voir pourquoi tout à l'heure. On va s'en servir, vous verrez. Il doit avoir un nom de paramètre différent. OK. Très bien. Continuons. Donc là, on obtient une droite. OK, il faut que vous sachiez trouver l'intersection d'un plan et d'une droite. OK. Donc petit d, A, B, C, D, petit d, intersection, plan et droite. Donc le mieux, c'est de faire un exemple. Hein. Allons-y. Exemple. Si je vous donne un brave petit plan, donc ça on l'a déjà vu on a déjà fait un exemple comme ça hein, dans le paragraphe précédent, mais là je mets tout bien au clair. Donc si je donne par exemple un plan P d'équation 3x moins y plus 2z moins 4 est égal à 0, et puis une droite D, là, on va prendre la droite AB d'avant, d'accord celle qui est écrite ici, hein, et la droite D est égale à AB du petit c. Ok, et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement, on cherche l'intersection entre D et P. Donc, que peut-on penser de l'intersection de P et de D? Ok, alors souvent la première question, ça pourrait être dire déjà juste, est-ce que P et D sont parallèles ou pas? Et si elles ne sont pas parallèles, quel est le point d'intersection? D'accord? Donc souvent on a affaire à ce genre de choses-là. Alors, hop, je vais mettre comme ça. Juste pour le début. Donc, est-ce que c'est parallèle ou pas? Ben, vous voyez, dire que c'est parallèle ou pas, en fait, il suffit juste de... Hein, alors, question, parallèle ou pas? Ben, on prend un plan, mettons que ça soit le plan P. Il a son vecteur normal, c'est très facile à calculer, hein, c'est 3 moins 1, 2, là, en l'occurrence. N, vecteur normal, 3 moins 1, 2. Et donc, on voit bien que si la droite D, elle se balade par ici, si elle est parallèle au plan P, ben, ça veut dire que je vais avoir un angle droit, on est d'accord? Ici, là, je vais avoir hop, un angle droit. Donc, en fait, dire que D et P parallèles, hein, ça n'est rien d'autre que de dire que D parallèle à P, pardon, ça équivaut à dire que le vecteur U, ça équivaut à dire que la droite AB hein, est orthogonale au vecteur N. Donc, c'est très facile à vérifier sans faire de calcul. Okay, donc là, en l'occurrence, est-ce que c'est le cas? Ben, on peut regarder, on peut se dire, tiens, soit U est égal à un vecteur directeur de AB, donc on l'a là d'ailleurs, moins 2, 2, moins 1, moins 2, 2, moins 1, et bon, on sait que N c'est 3 moins 1, 2, alors le produit scalaire de U avec N, c'est égal à moins 6, moins 2, moins 2. Donc ça fait moins 10, c'est différent de 0. Donc ça veut dire que AB est non orthogonal à, enfin U et N non orthogonaux. Et donc ça veut dire que, en l'occurrence, ils vont se couper ces deux trucs. Hein. C'est-à-dire donc D et P se coupent. Bon, là on l'a fait juste pour le plaisir, mais c'est pas souvent, c'est pas obligé de le faire. Mais disons, vous voyez, quasiment très très vite, on peut voir si ça se coupe ou pas. Question, trouver le point d'intersection. Bon, eh ben, mettons qu'on le cherche. Donc soit M, donc trou, on cherche le point d'intersection.
au point d'intersection M. Bon, alors on dit que M est un point d'intersection, donc il appartient à P et il appartient à D. Donc, en particulier, s'il appartient à D, ça veut dire que ces coordonnées, elles ne sont pas juste x, y, z bêtement, elles sont de cette forme-là. Moins 2t plus 1, 2t plus 2, moins t plus 3. Donc, je peux dire, M appartient à D. Donc, M a des coordonnées de la forme moins 2t plus 1, deux t plus 2 pour les y et moins t plus 3 pour les z. Okay. Mais M, il appartient aussi au plan. Donc, il doit vérifier ça. Et M appartient à P. Donc, ben, on doit avoir 3 fois moins 2t plus 1. Okay. Moins y, ça fait moins 2t plus 2. Plus 2z plus 2 fois moins t plus 3. Et ça, il faut que moins 4 est égal à 0. OK. Bien. Bon, ben là, du coup, on se retrouve avec une bête équation en t que je vais pouvoir résoudre. Ça me fait moins 6t, moins 2t, ça fait moins 8t, moins 2t à nouveau, moins 10t. Donc alors, il y a quelqu'un qui veut rentrer, je suis sûr. Qui c'est Andreas Lundgren? Ça, c'est Marc. C'est son nom. D'accord. Bienvenue, Marc. Bon, alors, ça fait donc moins 10t. Et là, ça fait 3, moins 2, 1. 1 plus 6, 7. 7 moins 4. Ben, 7 moins 4, ça fait plus 3. Donc, ça fait moins 10t plus 3 qui vaut 0. Et donc, t est égal à alors, 3 dixièmes. Donc, une fois qu'on a t, comme notre point M il a cette forme-là, ben, on en déduit le point d'intersection. Donc, M a pour coordonnées. Alors, moins de t plus 1, ça fait donc moins 6. Ah, qui est là? Marc. Ah ben là, cette fois-ci, c'est Marc. Bon. Salut Marc. Alors, donc on obtient M, donc moins 2t plus 1, mais ça me fait moins 6. Là, je peux dire donc que ça va faire moins 6 dixièmes plus 1. 2t plus 2, mais ça fait 6 dixièmes plus 2. Après, il faut calculer tout ça. Et moins t plus 3, ben, moins 3 dixièmes plus 3. Et donc, on écrit un petit peu mieux et c'est très joli. Donc, M pour coordonnées, moins 6 dixièmes plus 1, ben, ça fait 4 dixièmes, ça fait 2 cinquièmes. 6 dixièmes plus 2, ça fait 3, alors 6, 6, 26, 26, 13, 13 cinquièmes. Et puis le dernier, je ne sais pas, à vous de voir. D'accord. Et donc, on a le point d'intersection. Monsieur, OK. Oui. en bas du plan P, ce que vous avez fait, c'est pour faire que la droite P n'appartient pas au plan P, c'est que vous avez fait une double flèche avec barré, c'est ça? Parce que j'arrive pas très bien à voir, c'est un peu pixelisé. Ah, excusez-moi. En bas du point. Là, ici, là. Ouais. Non, c'est juste parallèle. Là, c'est D parallèle à P. Ah, ok, autant pour moi. D Merci. parallèle à P, ça équivaut à dire que AB est orthogonal à N. Merci beaucoup. De rien. Ça, je le mettrai sur le Classroom. Hein. Je le scanne après et je le pose sur le Classroom. OK. Donc ça, c'était notre petite idée, intersection de plan et de droite. Donc, ça, c'est quelque chose qui tombe, c'est tellement archi-classique que... Voilà. Donc ça tombe très très souvent. Il faut savoir, c'est très très simple. OK. C'est beaucoup mieux... Moi, je pense que dans mon truc que j'ai écrit, c'est pas très rigoureux. Hein, donc
c'est là, plus qu'un donc, hein, vous voyez, j'ai plein de donc et il vaut mieux travailler avec des équivalences. Donc, plus que des donc, essayez plutôt d'écrire des si et seulement si. Hein. M appartient à P, si et seulement si on a ça. Et donc, tout ça, c'est des si et seulement si. Et du coup, voilà. Donc, après, on déduit que M est pourquoi on est comme ça. OK. Donc, ça, c'était le petit D. Et on arrive au E. Au E qui est l'intersection de deux droites. OK? Intersection de deux droites. Ou pas d'ailleurs, parce que souvent, des fois, ça ne se coupe pas. Hein? Intersection de deux droites. Alors, souvent, ou position relative. Souvent, on vous demande la position relative, voire même l'intersection. Vous savez que deux droites, dans l'espace, elles sont déjà... elles peuvent déjà être coplanaires, donc être dans le même plan, ou non coplanaires. Et ensuite, quand elles sont coplanaires, on peut décider si elles sont parallèles ou non parallèles. Donc en fait, on a trois cas de figure. Alors qu'autrefois, en sixième avec Madame Gagnepin, elles étaient tout le temps coplanaires. D'accord? Mais maintenant, on est dans l'espace. Donc, elles peuvent être non coplanaires, elles peuvent faire des trucs bizarres, un peu comme mon stylo qui est comme ça, et puis ce stylo-là, c'est comme ça. Tiens, vous les voyez là? Ils ne se coupent pas du tout. Ils ne sont pas parallèles non plus. Okay, on dit qu'ils sont non coplanaires. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? On va faire un exemple. Okay, donc je vais donner deux droites et on va essayer de voir. Hein, souvent, ça arrive assez souvent, ça. On vous donne deux droites et on vous dit bon, qu'est-ce qui leur arrive à ces deux droites? On y va? Hop, je tourne ma page. Donc, je prends deux droites. Soit D. Alors, d'équation x est égal, alors on va prendre deux paramétriques de droite. 2t moins 5, y est égal à 3t plus 1, z est égal à moins t, voilà, comme ça. Et puis d' est égal à, x est égal à 6t plus 1, y est égal à moins t moins 2, et z est égal à 4t moins 5. Et alors, je demande position relative et point d'intersection éventuel. OK? Juste, vous n'avez pas dit qu'il fallait avoir des noms différents pour les paramètres? Ah, très bonne intervention. Position relative, je vais y répondre, de D et D'. Et point d'intersection, s'il y en a. Alors, donc, en effet, là, en fait, vous voyez, donc c'est correct, hein, dans un énoncé, vous pourrez voir ça, on vous donne D et D' avec le même paramètre. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même paramètre. D'accord? Ça définit un ensemble de points pour chaque valeur t dans R, et ça en définit un autre pour chaque valeur t dans R. D'accord? Et si on veut essayer de faire le point d'intersection, l'idée, c'est de dire, OK, je vais prendre un point qui est dans D et dans D'. OK? Donc, je vais égaliser les X et les X, les Y et les Y, et les Z et les Z. Et là, c'est important de ne pas avoir le même paramètre. D'accord? Donc, si jamais vous tombez sur un truc comme ça, et même si on vous donne le même paramètre, ben surtout vous le changez. Donc, vous dites soit D comme ça, et D', et vous changez, ben, je vais l'appeler, vous dites, tiens, je vais appeler le truc T', paf, 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 paf. Voilà. OK? Et j'ai presque rien changé, mais en fait, ça m'évite de faire beaucoup d'erreurs. Parce que maintenant, si je veux le point d'intersection, ben, je dis OK, soit M. J'essaye de voir si un point. Déjà, je peux regarder à vue d'œil, est-ce que c'est parallèle? Parce que des fois, ça c'est très facile de voir si c'est parallèle. Hein. Là, le coefficient directeur, c'est 2, 3, moins 1. Là, c'est 6, moins 1, 4. Vous voyez bien que ce n'est pas parallèle, d'accord? Alors qu'on va l'écrire, mais on peut dire vecteur directeur de D. Ben, U de coordonnées 2, 3, moins 1.
Vecteur directeur de D', ça va être U' de coordonnées 6 moins 1, 4. Je vais écrire un peu plus gros. 6 moins 1, 4. OK. Donc vous voyez bien que pour passer de, par exemple, je peux dire le x de U', c'est 3 fois le x de U. OK. 3 fois le x de U. Donc je multiplie par 3 les coordonnées ici. Et par contre, le IZ, tiens, le Z de U', je m'aperçois que c'est moins 4 fois le Z de U. Donc je n'ai pas le même coefficient. Hein. Donc U et U' non collinéaires. Donc je vois bien que de toute manière, elles ne sont pas parallèles déjà. Donc D non parallèles à D'. Mais elles pourraient être séquentes, ou il reste donc séquentes ou non coplanaires. Ben ça, pour trancher entre séquentes ou non coplanaires, il n'y a pas à tortiller, il faut résoudre le système. Donc on essaye de voir s'il y a un point d'intersection. D'accord? Donc on prend M un point, soit M un point, de coordonnées X, Y, Z, qui appartient à D et à D'. Donc ça veut dire qu'il doit vérifier les deux équations, les deux systèmes d'équations en même temps. Donc ça veut dire que je vais avoir 2t-5, hein, le x d'ici doit être égal au x d'ici, c'est-à-dire donc 2t-5 doit être égal à 6t' plus 1. Le 3t plus 1 doit être égal au moins t' moins 2. Et le moins t doit être égal au 4t' moins 5. Voilà. Okay. Donc là, on a un système de 3 équations avec 2 inconnus. Et ça donne beaucoup de contraintes au système. Hein, donc il y a peu de chances de trouver une solution, mais on va essayer de voir ce que ça donne. Donc déjà, on va mettre... souvent, dans les sujets de bac, on tombe sur des systèmes simples, c'est-à-dire il y a une équation qui est immédiate. Il y a une équation où il n'y a pas les deux inconnus, il n'y en a qu'une seule. Mais là, comme c'est moi qui l'ai inventé, on tombe sur n'importe quoi. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste un système de 2 équations à 2 inconnus. Donc je mets les t' à gauche et les constantes à droite. Donc ça fait 2t plus moins 6t' qui vaut 6. 3t plus t' qui vaut moins 3. Et si je passe le moins t là, ça fait 4t' plus t, c'est-à-dire t plus 4t'. Et le moins 5, par contre, là, ça fait égal à 5. OK. Bon, alors on doit résoudre ça. L'idée... qu'est-'ce que je peux faire de simple? Bon, là, vous faites comme vous voulez. Soit vous pouvez faire par substitution. Là, on peut extraire t facilement en fonction de t'. Et on peut le rebalancer ailleurs et voir ce que ça fait. Soit on fait une combinaison sur ces deux-là, ou sur ces deux-là, on calcule t et t' et on regarde si ça marche bien dans celle du dessus, par exemple. Je vous propose de ne pas faire de la combinaison vidéo. Donc je vous propose de... Là, on peut extraire t, hein, vous voyez, ça nous fait t est égal à 5 moins 4t'. Et on va rebalancer ce 5 moins 4t' dans les autres. Donc ça équivaut à... Donc t, c'est 5 moins 4t'. Donc ça fait 2 facteurs de 5 moins 4t' moins 6t' est égal à 6. Et puis l'autre, ça fait 3 facteurs de 5 moins 4t' plus t' est égal à moins 3. Et le dernier, c'est toujours t est égal à 5 moins 4t'. Donc là, on n'a plus que du t', on met tout ça bien et on obtient, alors ça fait moins 8t', moins 6t', ça fait moins 14t'. Et 10 que j'envoie de l'autre côté, ça fait moins 4.
Donc, moins 14t' est égal à moins 4. Et là, j'obtiens moins 12t' plus t', moins 11t'. Et 15 que j'envoie de l'autre côté, ça fait moins 18. Bon, et là, on a toujours notre petit truc. T égale 5 moins 4t'. Bon, et donc, si on regarde là, vous voyez que ça nous fait t' est égal à est égal d'un côté à 4 quatorzièmes. Hein, là, ça fait mais t' égale 4 quatorzièmes. Et là, ça fait t' est égal à 18 onzièmes, qui ne sont pas du tout égaux. Hein. Ce ne sont pas du tout deux fractions égales. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, alors ça, c'est impossible. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à mon système. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection. Okay. Si jamais on avait eu des solutions, par exemple, on trouve, tiens, t' égale 1, t' égale 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'incohérence. Du coup, on trouve la valeur de t aussi. Et du coup, quand je reporte la valeur de t ou la valeur de t' dans une de ces droites-là, j'obtiendrai les coordonnées du point d'intersection. Okay. C'est tout. Au passage, on voit donc clairement qu'elles sont non parallèles. Ici. Non, je raconte n'importe quoi. Non. Non. En tout cas, là, ça veut juste dire qu'elles ne se coupent pas. Et comme on sait déjà qu'elles ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'elles sont non coplanaires. Okay. Là, je vais conclure ici. Donc il n'y a pas de point d'intersection. Donc, elles ne sont pas les D et les primes non coplanaires. Ok? Alors, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est tout. Hein. Donc ça, intersection de deux droites, ça arrive très souvent qu'on vous le demande. Donc si on trouve des valeurs de t ou de t', ben, c'est bon, ça se coupe, et sinon, ça ne se coupe pas. Ça arrive très souvent. Souvent, les calculs sont plus simples quand même. Ceux qui font module, vous avez l'habitude de rencontrer ça. Voilà. OK. Ça, c'était donc mon petit E. Continuons. Bon, ben voilà. Ça, c'était 5 techniques à connaître. Hein. Je crois que là, j'ai donné toutes les techniques qu'il y avait à connaître. C'était le 5e. Et j'ai un petit 6e qui peut servir aussi. On est d'accord, donc on a fini. Hein. On a fini le 5 qui était technique à connaître. Donc je vous ai donné quelques techniques qui ressortent assez souvent. C'est bon pour vous jusque-là? Oui, oui. Ok. Oui. Alors je vais faire un petit 6. Des rappels sur les volumes. Les volumes, parce que puisqu'on est dans l'espace, il y a des volumes qui vont sortir. Alors, il y a les volumes des objets de type, je ne sais pas comment les appeler, parallélépipédique, mais sinon, c'est pas vraiment ça. Tous les volumes des objets comme ça, j'en dessinais, tiens, je dessinais un cylindre. Voilà. Ou je peux dessiner un truc comme ça, une sorte de parallélépipède. Ok. Oh, je ne suis pas doué là aujourd'hui. Alors, non, comme ça. Ok. Une sorte de boîte, comme ça. D'accord. Je peux dessiner un cylindre. Ou je peux dessiner un truc comme ça. Qui serait un cylindre, mais un peu spécial. Vous voyez, c'est pas vraiment un cylindre. C'est un... Vous voyez ce que j'ai fait là? C'est un truc...
c'est pas une base qui a un disque, c'est une base un peu différente. Alors, c'est quoi l'aire de ces... Il y a une formule commune pour l'aire de ces trois trucs-là. Le volume, pardon, de ces machins. Quelqu'un peut me la dire? Base fois hauteur. Eh ben voilà, bravo, c'est base fois hauteur. Base fois hauteur. D'accord? Donc là, on a la base et là, on a la hauteur. Donc tout ce genre d'objet, là, c'est toujours base fois hauteur, ainsi de suite. La base, donc la base, là, c'est un truc bizarre, mais on peut imaginer, ça, c'est arrivé d'ailleurs, que dans un exercice, on a une aire à calculer à l'aide d'une fonction. Hein, on vous dit, tiens, on fait une boîte dont, dont le pourtour suit un arc parabolique. Donc, vous calculez une petite intégrale, vous avez l'aire de la base, etc. Donc, ça peut arriver. Alors, base fois hauteur, mais je vais vous mettre un dernier objet. Attention. Comme ceci. Tiens, lui, base cylindrique, hein, base de disque, mais comme ça. Vous voyez, il est super mal dessiné, mais ok. C'est bon? Alors lui, c'est quoi son air, son volume? C'est aussi base fois hauteur. On est d'accord? La question, c'est qu'est-ce que c'est la hauteur? Donc la base, elle est là. Ça, c'est la base. Très bien. Et la hauteur, c'est pas cette longueur-là. Ça, c'est pas du tout la hauteur. La hauteur, c'est la hauteur entre le plan du haut et le plan du bas. D'accord? Donc la hauteur, c'est ce truc-là. C'est juste l'astuce à connaître, c'est que la hauteur, là, c'est ça. Et donc, on a encore base fois hauteur. Sauf qu'il faut connaître la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre le plan qui est là-haut et le plan qui est en bas. Okay. C'est bon? Donc ça, c'est le volume de ce truc-là, de ce genre de machin-là. Je vais l'appeler petit a, tout ça. Et petit b, les objets pointus. Alors, on serait en cours. L'an dernier, j'avais fait ça. Mais là, on n'est pas en cours. Mais les objets pointus, on peut imaginer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme objet pointu? On peut, vous connaissez bien les pyramides, par exemple. Hein. Okay, ça, c'est un objet pointu. Vous connaissez les cônes. Ça, c'est un objet pointu. Et on peut même imaginer un cône penché aussi, comme ça. Ça aussi, c'est un objet pointu, etc. C'est quoi le volume des objets pointus? Ou même des cônes qui font n'importe quoi, comme ça. On peut faire aussi. Pourvu que ça soit pointu. Quelqu'un me donne la formule? Vous avez peut-être oublié ça. Hein. Alors, ben voilà, quand je suis en classe, je viens avec un cylindre de la même taille que le cône, là, et du riz, et je vide 3 cônes comme ça dans le cylindre. Et on s'aperçoit que je peux prendre exactement 3 cônes comme ça et les vider dans le cylindre de même base. Donc ça veut dire qu'en fait, le volume du cône, c'est 3 fois moins que le cylindre correspondant. Et grosso modo, ça marche pour tous les objets pointus. Donc pour tous les objets pointus, le volume, c'est la base fois la hauteur divisé par 3. OK? Donc la pyramide, je fais base fois hauteur. Alors la hauteur, elle est là. Hein. Après, il ne faut pas se bourrer pour trouver la hauteur. La hauteur, c'est ça. Là, ça, paf. Ça nous donne le volume de la pyramide. Là, base fois hauteur, mais la hauteur, elle est là. Ça nous donne. Là, la hauteur, elle est ici. Hein. Hop, ça nous donne le truc. La base, là, on ne la connaît pas. Enfin, si on connaît la base, on déduit la hauteur, ainsi de suite. Ou si on connaît le volume, on peut en déduire la superficie de la base et ce genre de truc. Donc des fois, effectivement, ça arrive dans des exercices où on connaît le volume, on peut essayer d'en déduire du coup la hauteur, où on connaît la hauteur, on connaît le volume et on peut en déduire la superficie de la base, etc.
OK ? Voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc là, franchement, le cours de géométrie dans l'espace, on a vraiment quasiment tout fermé. Il va nous rester juste à pratiquer le théorème du toit qu'on n'a pas